Le soir qui précéda le départ, aucun de ses enfants ne s'en doutait. Mais le hasard voulut que Fouroulou se réveillât pendant la nuit. Son père ne dormait pas. Il priait dans l'obscurité. Il priait à haute voix, demandant à la Providence d'avoir pitié de lui, de venir à son aide, d'écarter les obstacles de sa route, de ne pas l'abandonner. Puis, dans un élan désespéré, il implorait de veiller sur ses enfants. Dans le silence de la nuit, le temps était grave et profond. Chaque demande était suivie d'une confession émouvante. Hamdan dépeignait son embarras, sa misère. Il sembla à Fouroulou qu'une présence surnaturelle planait au-dessus d'eux et qu'on entendait tout. Il était perplexe. Il lui suffisait d'étendre son bras pour toucher son père, car il dormait toujours à côté de lui. Pourtant, il retint sa respiration et ne bougea pas. Il se demandait ce qui arrivait. La douleur de son père lui serrait la gorge, et des larmes se mirent à couler silencieusement sur ses joues. Tant que dura la prière, il ne put fermer l'œil. Il essaya de découvrir le nouveau tourment de la famille. Ne trouvant rien, il se dit que peut-être tous les pères prient ainsi, en secret, lorsque leur famille a beaucoup d'ennuis. Ce qui était le cas des Manrades, il le savait très bien. Alors il joignit de tout son cœur sa prière à celle de son père et s'endormit sans savoir comment. Le lendemain matin, se levant, le dernier, comme d'habitude, il trouva sa mère et ses sœurs tout en pleurs. Le père était parti à l'aube, et pour ne pas accroître son chagrin, il avait préféré partir à l'insu de tous, sans embrasser personne. Il venait de renvoyer à un ami sa gandoura et son burnous. Il partait dans la veste et le pantalon français que lui avait donné un cousin et qu'on avait vu rapiécer avec application la semaine précédente. Fouroulou se rappela ce qu'il avait entendu au milieu de la nuit. Sa mère, avec un pauvre sourire, lui dit qu'elle avait entendu elle aussi. Elle manifesta une satisfaction visible en constatant que son fils n'avait pas dormi. Les filles furent un peu honteuses de leur mauvaise conduite. Elles n'aimaient donc pas leur père, puisqu'elles n'avaient pu se réveiller. Non, pensa Fouroulou, cela démontre simplement que ma mère ne peut pas compter sur elle, mais qu'elle peut compter sur moi pendant l'absence de mon père. Cette réflexion l'empêcha de pleurer comme ses sœurs. Il les consola un peu et partit pour l'école. Seulement, de temps en temps, quelque chose se contractait dans son ventre, dans sa poitrine, et semblait grimper dans sa gorge. 22 jours après, la première lettre arriva. Elle avait été remise par la mine. Personne n'osa l'ouvrir avant 4 heures en l'absence de Fouroulou qui était en classe. Il prit le message des mains de Baya et embrassa l'enveloppe. Tous l'entouraient. Son petit frère Dadar le tirait par sa gandoura et lui disait « Vite, montre-moi mon père ». Il hésitait. Il était en cours moyen, mais une lettre c'est difficile, il faut expliquer. Pour plus de sûreté, il décida d'appeler un ancien qui avait quitté l'école avec le certificat. Le savant ne se fit pas prier. Il vint, ouvrit la lettre d'une main sûre et se mit à traduire. Au fur et à mesure qu'il lisait et traduisait, Fouroulou se rendait compte qu'il pouvait en faire autant. Ses yeux brillaient de joie. Il n'y avait qu'une expression qui pouvait l'embarrasser. Il ne faut pas vous faire de mauvais sang. Le père est en bonne santé. Il espère que ses enfants se trouveront d'eux-mêmes. Il travaille
il ne tardera pas à envoyer un peu d'argent. Il demande à ses enfants d'être sages, d'obéir à leur mère. Il ne faut pas mener la chèvre dans le champ d'oliviers où il y a de jeunes greffes. Il ne faut pas négliger de suspendre au bon moment des dokas aux figuiers. La lettre est pleine de recommandations. Il donne ses ordres exactement comme s'il était là. Tel frêne sera effeuillé le premier, tel figuier sera arrosé dès les premières chaleurs, le fourrage de tel endroit sera réservé à la chèvre, l'autre sera vendu. Suivent des questions de toutes sortes sur les provisions laissées à la maison, sur les voisins, sur l'école, sur l'oncle. Il termine par le grand bonjour à toute la famille, chacun avec son nom, et le bonjour de l'écrivain, celui qui a écrit la lettre sous la dictée de Ramdan. Tout le monde est content. La famille entière rassemblée autour des deux écoliers voit le père à travers la feuille de papier. On répond sur le champ. On a tout ce qu'il faut pour cela. Le diplômé s'accroupit sous l'œil vigilant de Fouroulou. Il pose une feuille vierge sur un vieux livre de lecture et plonge la plume dans l'encrier tenu par Fouroulou. Celui-ci n'osait pas faire la première lettre. Il savait qu'il existe certaines formules d'usage et il ne connaissait pas ces formules. Il se promettait in petto de les apprendre et de ne plus avoir recours à qui que ce soit pour sa correspondance. Il apprit donc la façon de terminer la lettre avec les 1000 bonjours, ton fils dévoué et réponse urgente. Sa jalousie ne lui permit pas de remercier chaleureusement son camarade auquel il signala même avec franchise 2 fautes d'orthographe. Le lendemain, elle porta la lettre à l'école d'où elle devait être remise au facteur. Le maître s'étonna de ne pas reconnaître l'écriture de son élève et lui dit qu'il le croyait capable d'écrire à son père. Mais une quinzaine de jours plus tard, Fouroulou présenta une seconde lettre à l'instituteur. Sur l'enveloppe s'étalait l'adresse du père, comme un échantillon de sa plus belle écriture. Manrad Ramdan, 23 rue de la Goutte d'Or, Paris, 18e. Le maître jeta un coup d'œil, comprit que Fouroulou attendait quelque chose. « C'est bien, » lui dit-il, et Fouroulou s'en alla. La troisième lettre qu'écrivit Fouroulou à son père commençait ainsi. « C'est avec joie que je t'écris pour t'annoncer que je suis admis au certificat. » Cette formule, apprise à l'école lors d'un compte-rendu de rédaction, supposez que vous êtes reçu, vous annoncez la nouvelle à un ami, lui parut belle en elle-même et digne d'être lue à Paris. Comme elle traduisait la réalité, elle lui parut plus belle encore et digne de sortir de la plume d'un nouveau diplômé. Il était fier à l'avance de l'effet qu'elle produirait sur l'écrivain de son père. Il venait de réussir au certificat avec 2 de ses camarades. L'examen avait lieu à Fort-National, à une vingtaine de kilomètres du village. Une vraie ville avec beaucoup de Français, de grands bâtiments, de belles rues, de beaux magasins, des voitures roulant toutes seules. Ce n'était plus Tizi. Tout lui parut beau, propre, immense, et penser que les gens disent que c'est un petit village. Il eut le temps de visiter la ville, car il s'y rendit la veille de l'examen. Il fut surpris et heureux de constater qu'il savait le français. Il était étonné d'entendre des gamins parler aussi bien que lui, mais avec un accent beaucoup plus agréable. Aujourd'hui encore, il entend l'appel des candidats. Voilà l'inspecteur, les examinateurs, beaucoup de roumis authentiques. Il est en classe, devant une rédaction et des problèmes. Il reprend ses esprits, fait de son mieux, réussit, passe l'oral. Où est sa timidité habituelle? Il répond, il n'a pas peur, ce n'est plus le même. Son maître ne le reconnaîtrait pas. Au village, ses 2 camarades et lui revinrent dans la nuit, très fatigués. Ils furent les premiers levés pour annoncer l'événement au maître, aux élèves.
On les félicita. C'étaient des prodiges. Fouroulou nageait dans la joie et l'orgueil. Son père ne devait pas l'ignorer. Il reçut la réponse attendue avec une somme de 200 francs. La lettre et l'argent avaient été remis à un ami qui revenait de France et qui avait habité à la même adresse que le père. Lorsque cet ami arriva au village, on alla l'interroger dans sa propre maison. Il embrassa Fouroulou à la place de son père et donna l'argent à la mère. Puis il tira de sa valise un grand catalogue d'une maison de chaussures et un roman d'amour. Collection gauloise entourée d'une ficelle. Alors, il paraît que tu es instruit, toi. Eh bien voilà des livres que ton père t'envoie. Il est très content, tu sais. Et Fouroulou prit le paquet.